Il m'a coaché quand je devais avoir 14-15 ans, tu vois. Basket, ça a été une grande histoire d'amour, ça l'est toujours. J'aimerais bien partir à l'étranger, tu vois, jouer aux États-Unis. Et en fait, tous les gens avec qui j'étais, qui étaient étudiants, ils payaient 60 000 $ l'année. Il m'a dit, je t'envoie les papiers demain et tu prends le vol le plus rapidement possible, quoi. Et en plus, ils arrivent avec des posters de nous. Et je me suis dit, tu fais déjà un peu de montage, essaye, tu vois, prends ton téléphone, filme quelques trucs et tu verras. Et en fait, c'était un envoyé spécial dans des territoires de guerre. Mais ça, il me dit, ça te dirait d'aller à Dubaï? Je dis, bah ouais, travailler avec des gens, même avoir des gens qui travaillent pour moi et tout, ce serait kiffant parce que dans le basket, j'ai toujours fait ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode. Je suis en compagnie de Théo Bourgeois. Théo, c'est quelqu'un qui m'a été conseillé par un précédent invité sur le podcast, Kevin, que vous pouvez retrouver sur l'épisode numéro 10. Alors Théo, c'est un jeune entrepreneur qui travaille dans le domaine de la vidéo et qui a aussi un passé de sportif professionnel qui l'a amené notamment à aller aux États-Unis quelques années. Vous allez découvrir tout ça dans cet épisode. Je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin. J'en profite également pour vous dire que j'ai ouvert une cagnotte Tipeee pour ceux qui veulent me soutenir financièrement. Je vous mets ça en description. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations dessus, pourquoi j'ai ouvert la cagnotte, qu'est-ce que le podcast. Voilà, j'explique un peu tout en détail. En attendant, si vous ne pouvez pas me soutenir financièrement, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est vous abonner à la chaîne YouTube, au compte Instagram, aux différents réseaux sociaux et de liker, de partager, de commenter les vidéos, les photos. Ça, c'est vraiment la chose qui va m'aider le plus dans le développement des artisans de la réussite. Alors sur ce, je vous souhaite de passer un très bon moment en notre compagnie et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour Théo. Bonjour, Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. je suis super content d'être là, franchement. Première fois en tant que... Enfin, de l'autre côté, du coup, Ouais. en tant qu'invité. Parce que tu fais aussi des podcasts, on en reviendra aussi tout à l'heure. Tu nous expliqueras tout ça. Tu es là grâce à cause, je ne sais pas, de Kevin qui m'avait conseillé de te contacter. Donc Kevin qu'on peut retrouver sur l'épisode 10 du podcast. Donc il m'a dit, il m'a dit 3 noms et dedans il y avait le tien. Donc j'ai pris contact avec toi et puis tu as accepté tout de suite. Donc Super content, franchement. J'étais content quand il m'a mentionné dans le truc. Ça fait plaisir. Ce qu'il a dit et tout, tu vois. ouais. Plaisir de ouf, j'étais super content. Et puis, Kevin, c'est une connaissance de longue date, donc encore plus heureux que ce soit lui qui me mentionne auprès de toi, tu vois. Ouais. Ça fait combien de temps que tu le connais, Kevin? Ça fait un bail, ça fait environ 10 ans parce qu'il m'a coaché quand je devais avoir 14-15 ans, tu vois. J'en ai 24 maintenant. D'accord. Parce que c'est aussi dans le basket. Ouais, c'est ça. On va voir tout ça. Dans le basket aussi, donc On va voir tout ça. d'où le lien avec Kevin. Ok. Bon, du coup, Théo, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent? Alors, je te parle à toi, hein. On est d'accord, Ouais. hein, je parle pas à la caméra. Donc moi, Théo Bourgeois, je suis vidéaste dans la vie de tous les jours, c'est mon métier depuis 1 an. Donc je suis en auto-entrepreneur du coup depuis le 2 janvier 2023. Donc à part ça, je fais de la vidéo, du basket aussi. Et basket, ça a été une grande histoire d'amour, ça l'est toujours. J'ai vécu de ça jusqu'à 22-23 ans et voilà, je suis basketteur vidéaste, on va dire. Donc, tu as vécu de ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu fais plus du tout de basket? Si je fais toujours du basket, je joue en National 3 si ça parle à quelqu'un. Et c'est à 2 niveaux du premier niveau pro, on va dire. Donc ça me prend quand même pas mal de temps. Et du coup, c'est pour ça qu'avec mes projets en auto-entreprise, je vais être un peu obligé de mettre ça de côté dès l'année prochaine. Parce que pour se développer, il faut accorder beaucoup de temps, etc. à l'auto-entreprise. Donc voilà, ça me prend... j'ai 2 entraînements la semaine et un match le week-end. Donc tu vois, c'est surtout les matchs sont le samedi soir à 20h. Donc en tant que vidéaste, je loupe beaucoup d'événements, etc. quoi. Donc voilà. Et du coup, avant, on disait que tu vignais de ça. Ça a commencé, si on revient longtemps en amont, comment ça a commencé le basket? Tu as commencé à quel âge? Et comment t'es passé pro, etc. Alors ça a commencé, donc je faisais du foot vers, je sais pas, 8 jusqu'à 10 ans, 11 ans peut-être. Ouais. Ensuite, j'ai arrêté et j'ai eu une longue période où je faisais plus trop de sport parce que j'étais un geek, mais de fond. Je passais du matin au soir. Si j'avais pas école, j'étais du matin au soir sur la play. D'accord. Donc, pris quand même pas mal de poids et tout, tu vois. Et du coup, vers 12 ans, quand j'étais au collège, j'ai un pote à moi qui faisait du basket. Et j'avais 2 de mes cousins qui jouaient au basket aussi. Et du coup, je jouais dans leur cours avec eux. Ils avaient un panier de basket.
Et je sais pas, j'ai toujours aimé et tout, mais je me suis jamais dit, bah tiens, tu vas en faire en club, quoi. Du coup, un de mes potes au collège, il finit, il me dit, bah ce soir, il y a porte ouverte, c'est à Gonfreville, le club de Gonfreville. Il y a porte ouverte, viens avec moi, peut-être que tu vas kiffer et tout. Du coup, j'y vais. Et au final, je fais un premier entraînement, je ressemble à rien. J'étais tout gros, en mini short tout moulant et tout, rien à voir avec le sport, tu vois. Et surtout à l'époque, des shorts baggy et tout. Et du coup, je kiffe de ouf. Et à cet âge-là, j'avais 12 ans et je faisais déjà presque cette taille-là. Je faisais déjà presque 1m80. Donc à 12 ans, les coachs, ils me voyaient comme un bon élément. T'avais le profil physique parfait. Voilà, j'avais le bon profil, quoi. Si je travaillais un peu sur ma corpulence et tout, j'avais le bon profil. Donc tout de suite, ils étaient intéressés. Moi, sur le moment, je kiffais le moment, mais bon, je me suis pas dit, bon, vas-y, je vais me lancer. Et le fait qu'ils me parlent de ça, qu'ils me disent que j'avais un bon profil et que ça les intéressait et tout, je me suis dit, bon, bah écoute, tu fais pas de sport, autant que t'essayes, et tu peux le faire 1 an, et puis voilà, tu t'arrêteras si t'aimes plus ou quoi. Bah ça a duré, du coup. Ça s'est jamais arrêté. Ça s'est jamais arrêté, je pense que ça s'arrêtera jamais, parce que bah, quand tu tombes amoureux d'un sport, il faut qu'il se passe des trucs de ouf pour que t'arrêtes de kiffer. Donc ça a commencé comme ça à Gonfreville, où j'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans au plus bas niveau d'ailleurs. Et 2 ans au plus bas niveau. Et ensuite, j'ai un de mes coachs, Grégory Hochkorn, qui avait joué en pro, etc. J'ai eu la chance de l'avoir. Donc, il y avait les détections au STB Le Havre, qui est le club pro du Havre. Et en fait, eux, ils avaient un centre de formation, enfin, ils ont un centre de formation qui s'occupe du plus jeune âge jusqu'à la catégorie pro. Et en fait, donc moi, j'allais rentrer en moins de 18. Et il y avait les détections pour les moins de 18, je les ai faites. Mon coach, il m'a emmené là-bas. Et au bout de 2 ans, j'étais à moitié pris, à moitié pas pris. Donc ils m'ont pris au club. Je m'entraînais avec le centre de formation, mais je jouais avec la catégorie du dessous. Du coup, l'évolution, elle s'est faite comme ça. Donc je devais avoir 15-16 ans quand je suis arrivé au STB Le Havre. Et j'ai jonglé entre le centre de formation et l'association, du coup, où je pouvais jouer en Cadet France. J'avais 16-17 ans, je jouais avec les adultes aussi. J'ai joué dans plein d'équipes différentes pendant le cursus. Et du coup, je devais avoir 17-18 ans, j'ai joué en National 3, en Cadet France. Et du coup, après mes 18 ans, le centre de formation a décidé de pas me garder. Donc, je ne savais pas quoi faire. Moi, le basket, je voulais que ce soit toujours dans le cadre. Et puis, on me dit, bah non, avec nous, en tout cas, ce sera pas le cas. Donc, c'était un peu un coup dur à ce moment-là. Et puis après, après, j'ai dû réfléchir. Qu'est-ce que je faisais niveau études? Parce que moi, j'ai passé un bac économique et social, mais parce que je savais pas quoi faire. En fait, tu pensais à ce moment-là, quand tu étais vraiment dans ta phase basket, tu pensais même pas forcément aux études. Forcément, tu étais dans ton truc. Tu étais focus basket et que ça qui... Il y avait que ça parce que, bah, si tu veux, j'étais au lycée Porte-Océane. Et en fait, quand tu es pris au STB Le Havre, à l'époque, donc ils étaient en Pro A. Et donc, c'était le plus haut niveau de France, etc. Et du coup, la structure était vraiment formée. Et les moins de 18, on était tous dans la même classe. Du coup, nous, on allait en cours ensemble. Le soir, on allait à l'entraînement ensemble. Enfin, notre vie, en fait, c'était le basket. Ouais. Parce que même en cours, t'es avec tes potes du basket. Du coup, nous, il y en a très peu d'entre nous qui pensaient à qu'est-ce qu'on va faire en dehors du basket, tu vois. Et du coup, bah, il y en a avec qui j'étais en cours qui ont réussi à devenir pro. T'en as d'autres qui sont dans d'autres domaines maintenant, qui jouent même plus au basket, tu vois. Mais sur le moment, il y en a pas un de nous qui pensait à autre chose que le basket, tu vois. Donc ça, à ce moment-là, ça a été dur, tu vois, de réaliser, il y a peut-être quelque chose d'autre à mettre une petite sécurité, et puis... Mais sur le moment, c'était dur. C'est là que tu as commencé à découvrir la vidéo ou pas du tout? Non, pas du tout à ce moment-là. Pas du tout à ce moment-là parce que j'avais 18 ans et vu que le STB Le Havre voulait pas me reprendre au centre de formation, j'aurais pu jouer avec des niveaux en dessous. Mais moi, je voulais continuer à progresser, à jouer au plus haut niveau, etc. Donc, je suis resté 1 an et du coup, j'ai eu mon bac. J'ai décidé de postuler à la fac pour aller en... Je sais plus, c'était filière économique encore, mais juste parce que je savais pas quoi faire. Du coup, j'y vais. Et en fait, la fac, ça m'allait pas du tout. J'arrivais pas à y aller. En fait. J'allais à l'amphi, je suivais pas le cours.
Même les cours, tu sais, en classe un peu réduite, pas en amphi, mais j'y arrive, je sais pas. Ça m'allait pas en fait. Du coup, je réfléchis vraiment, j'en parle à mes parents et tout, parce qu'ils m'ont toujours suivi, ils m'ont toujours boosté et poussé dans le basket, ils m'ont toujours aidé, facilité les choses, tu vois. Et du coup, arrivé ce moment-là, j'avais un peu honte de leur dire, ouais, bah là, la fac, ça me va pas, j'y arrive pas et tout. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, bah écoute, si tu veux pas aller à la fac, tu vas taffer. Comme ça, le temps que tu trouves un peu ce que tu veux faire, tu te fais un peu d'argent et puis voilà, tu verras. Oui, il n'y a pas de temps perdu comme ça. Et... C'est ça. Au moins, j'enchaîne, je reste pas chez mes parents à pas aller en cours et perdre mon temps, quoi. Du coup, bah, je taffe, je fais des petits boulots, je commence par de l'intérim, je fais de la maintenance, des trucs. Ensuite, ouais, je fais de la maintenance et tout. Et sur cette année-là, du coup, il y a plein de trucs qui se passent, tu vois, je rencontre ma copine actuelle, etc. Et ensuite, je sais pas, je voulais pas stagner dans le basket et je vois un pote à moi qui avait été aux États-Unis une année avant moi. Enfin, du coup, l'année où je galère, je travaille en intérim, mais un pote à moi, il est aux États-Unis. Ouais. Il joue au basket, tout se passe bien et tout. Et moi, ça a toujours été mon rêve depuis que j'ai commencé le basket. Je regardais les vidéos sur YouTube et tout, c'était un délire, tu vois. Ouais. Et en vrai, tous ceux qui font du basket, c'est tous, dans l'adolescence, Ouais, c'est tout ce truc, ouais. le rêve, tu vois. C'est vraiment le truc. Et du coup, je taffe, je réfléchis, je me dis comment lui il a pu faire. On jouait un peu au même niveau et tout, tu vois, un peu le même profil. Et du coup, je lui envoie un message, je lui dis explique-moi comment t'as fait, comment ça s'est passé et tout. Et pendant cette année-là, du coup, il me dit ça, il me dit bah j'ai fait comme ci, comme ça, j'ai envoyé des vidéos, j'étais en contact avec des agences, machin. Il me dit mais moi je peux te mettre en contact avec mes coachs, tu vois. Et du coup, je me dis bah parfait. Je dis donne-moi un peu de temps. Mon père, il a acheté une petite caméra, tu vois. Enfin, mes parents, ils ont acheté une petite caméra. Et du coup, Film un peu pour te présenter, pour voir comment tu jouais, etc. c'est ça, exactement. Et du coup, tu vois, il venait à mes matchs et il filmait mes matchs. Et en gros, il y a même au début de la saison, il filmait pas encore. Et il y a un match où vraiment, je joue trop bien. Et l'équipe d'en face filmait, tu vois. Du coup, je vais voir le coach, je dis excuse-moi, est-ce que je pourrais avoir la vidéo et tout. Il me dit ouais, c'est vrai que t'as été bon et tout, mais bon, pourquoi je devrais te l'envoyer, tu vois. Et je lui explique, je lui dis bah j'aimerais bien partir à l'étranger, tu vois, jouer aux États-Unis ou peut-être, je sais pas, en Espagne, ou j'aimerais juste voyager grâce au basket, tu vois. Il me dit ok, c'est une bonne raison, du coup je te l'envoie quand même et tout. Du coup je dis bah gentil, tout ça. Et du coup cette vidéo-là m'a servi à l'envoyer au coach avec qui mon pote m'a mis en contact. Donc j'avais 3-4 matchs en tout où j'avais fait mes meilleures actions. Et puis j'ai envoyé ça au coach. Et réponse positive du coup. Réponse positive, ils ont bien aimé mon profil. Donc ça aurait, tu vois, ça c'était vers février peut-être, février-mars. Et en gros, bah, les recrutements c'était pour le mois d'août, septembre. Donc j'avais toute cette période-là à réfléchir comment je pouvais faire parce qu'il faut savoir qu'il fallait financer cette année-là. En gros, tu es hébergé, donc tu payes l'hébergement, la bouffe, l'école, mais en gros, vu que j'étais sportif et basketteur, je payais moins de la moitié en fait. Ok. Voilà, j'avais une très très bonne réduction parce que là, on va parler de chiffres. En tout cas, moi, j'avais fait une vidéo sur ça, ça va intéresser pas mal de monde. En fait, tu payes dans ce prix-là, dans tout ce que je t'ai résumé, les gens qui viennent étudier simplement dans cette école-là, c'est une école privée qui est dans l'État de New York. Ceux qui viennent seulement étudier, ils payent $60 000 l'année. Ah oui. Tu vois, sachant que c'est ton cursus lycéen en gros, et après tu as une année post-bac que moi j'ai fait du coup. J'ai fait une année prépa post-bac. Et en fait, bah, tous les gens avec qui j'étais, qui étaient étudiants, ils payaient $60 000 l'année. Donc, Non. tu vois, quand tu sais ça, c'est énorme, tu vois. C'est une école privée, elle est classée dans le top 10 aux États-Unis, je crois. Tu sais déjà que c'est pas réservé à tout le monde, quoi. C'est déjà. Voilà, très sélectif, Ouais. tu vois. Et du coup, il m'annonce le prix et tout. Il me dit, bah, grâce au basket et tout, tu as une réduction de temps. Et le prix final, à l'époque, c'était $17 000. Ce qui faisait, parce que maintenant, le dollar et l'euro, c'est assez similaire, tu vois. Avant, $17 000, ça faisait 14 000 €.
tu vois. Donc 14 000 euros sur le moment, je me dis, ça, enfin, tu vois, ça va peut-être pas être possible, tu vois. Et du coup, moi, j'ai fait toutes ces démarches-là un peu dans le dos de mes parents, tu vois. Parce que je me suis dit, le temps qu'il n'y a rien, Oui, il n'y a rien, je dis rien, je fais mon truc. il n'y a rien, si je suis pas pris, au moins, j'aurais rien à dire, tu vois. Et du coup, je dis rien et tout. Et le jour où il m'envoie, en gros, le contrat, il m'envoie le contrat avec mon nom, mon prénom dessus, la somme d'argent, ce que je vais avoir avec cette somme-là et tout. Bah, je descends, j'imprime le truc. Mes parents, ils étaient dans le salon, je donne ça à ma mère, je dis regarde et tout. Je dis c'est quoi ça? Et en plus, ils savent pas, ils parlent pas anglais, tu vois. Du coup, c'est quoi ça et tout? Du coup, je lui explique. Je dis mais c'est un truc de fou, c'est une bonne nouvelle, machin. Du coup, je lui dis ouais, mais regarde en bas de la feuille et tout, le montant quand même, tu vois. Et là, elle me dit wow, ah non, c'est mort et tout, tu vois. Elle me dit c'est mort. C'est mort. 14 000 euros, c'est mort. Du coup, je me dis, bon, bah, au moins j'aurais essayé, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je crois une semaine après, ou peut-être même pas, ma mère, elle me dit, Théo, tu peux dire au coach là-bas que ça va peut-être être possible et tout. Moi, comme un fou, je dis, mais quoi? Comment c'est possible tout ça? Et en fait, dès le lendemain, ma mère, elle est partie à la banque, elle a demandé s'il y avait moyen de faire un crédit ou quoi, tu vois. Ah oui, ils se sont donnés pour... Laisse tomber, c'est incroyable, franchement incroyable. Je me serais jamais attendu à ça, tu vois. Mais c'est bien, c'est qu'ils croient en toi. Ouais, c'est ça, franchement, et bah, depuis le début, ils ont cru en moi de ouf. Mais du coup, tu avais quand même des perspectives, même si, enfin, entre guillemets, c'était payant, mais il y avait un objectif quand même derrière. Ouais. Tu pouvais vraiment jouer et puis gagner ta vie avec ça là-bas. C'est ça, donc je pouvais pas gagner ma vie avec ça là-bas parce qu'en fait, quand tu es dans un cursus scolaire, tu peux pas toucher d'argent. Non, mais c'est à l'issue, quoi. Ouais, voilà. Mais après... Donc en gros, je faisais mon année de prépa. Ouais. Le truc, c'est que je pouvais pas aller à la fac directement parce que j'avais pas les diplômes nécessaires, etc. Donc en gros, je suis allé dans un lycée pour faire une année de prépa et passer 2 diplômes qui me permettent d'aller à la fac, tu vois. Du coup, les débouchés, c'était en gros d'avoir ces diplômes-là et de pouvoir me faire recruter pour aller à la fac. Et en gros... Et à la fac, là, après, tu peux te faire payer... Alors à la fac, ce qui est caché sans être caché, c'est que les joueurs, les grosses recrues, etc., sont payés, mais en dehors du tableau, tu vois. D'accord. Et donc aussi, les étudiants américains, nous les étrangers, à la fac, tu reçois pas de bourse. T'as pas de bourse, alors que eux ont des bourses. Et en gros, par trimestre, ils étaient payés par trimestre. Et en gros, c'était des grosses sommes, après, dépendant de la famille de chacun. Mais ceux qui étaient avec moi, ils touchaient plus de 2 000 euros tous les trimestres, tu vois. Donc en vrai, c'est une très bonne aide, sachant qu'à la fac, on te paye tout. Ouais. On te paye tout de A à Z, tu vois. Quand j'ai été recruté, du coup, après mon année de prépa, on me payait mes billets d'avion, on me payait... En fait, limite, j'arrivais... T'avais une avion pour rentrer chez toi, voir ta famille, tout ça ou... Ouais, genre pour que je vienne, pour que je reparte, payer mes billets d'avion. Et j'aurais pu venir avec un sac à dos de caleçons, chaussettes. Il m'habille de la tête aux pieds, limite, tu vois. On arrivait, on avait des sacs de sport remplis de vêtements, on avait 3-4 paires de chaussures à l'année. Enfin, c'est des avantages de ouf. T'es pas payé, mais ils te mettent bien. Ils te mettent vraiment bien. Dans des bonnes conditions. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc les débouchés, c'était un peu ça. Et après, les vrais débouchés, c'est le monde pro après la fac, du coup, tu vois. Donc j'ai fait mon année de prépa dans ce lycée. Fin d'année de prépa, j'ai rien, j'ai pas d'offres, etc. J'ai aucune fac qui veut me recruter. Enfin, j'ai quelques intérêts, mais dans des grosses facs qui m'offraient seulement demi-bourse. Et la demi-bourse, le reste à payer, c'était genre $30 000, tu vois. Du coup, impossible. On avait déjà fait un crédit pour cette année-là. Donc, le but, c'était que je reparte sans frais, quoi. Du coup, rien de concret. J'ai une fac qui me dit au mois de mai, fin mai, je te fais une offre concrète, tout payé, full scholarship et tout. Fin mai, pas de nouvelles. Et le mec, il me dit, ouais, bah non, en fait, on a re-signé notre premier meneur, etc. Du coup, pour toi, c'est mort. Enfin, bref. Du coup, je rentre en France. J'ai rien. Donc, j'ai fait une année aux États-Unis, j'ai pas d'offre, je peux pas repartir, etc. Donc, encore une fois, je me retrouve sans rien. Un peu l'impression d'avoir échoué parce que j'ai fait une très bonne année. Vraiment, j'ai été super performant cette année-là. Oui, tu sais que sportivement, t'as rien à te reprocher sur... Sportivement, j'avais rien à me reprocher, tu vois.
Et Après, ça t'a quand même apporté des choses. bah, ça m'a apporté de ouf. Genre, tu vois, je serais resté après cette année-là. Au bout de quelques temps, je me serais dit quand même, tu vois, genre, t'as pas tout loupé, quoi, tu vois. C'est une expérience de dingue, t'as 2 diplômes à la clé, enfin, quand même, tu vois, t'as étudié aux États-Unis. Ici, c'est vraiment vu comme un Graal un peu, tu vois. Du coup, je rentre, j'ai rien, je sais pas quoi faire, tout ça. Et dis-toi, le 20 et quelques août, au moment où tout le monde a déjà repris la prépa avec le basket et tout, moi j'ai rien. Vraiment, je suis chez mes parents, je m'entraîne tout seul dans mon coin et tout. Et j'ai un appel le soir, je suis avec ma copine, on est chez une pote à elle. À 23h, j'ai mon coach de l'année passée à New York là qui m'appelle et qui me dit, on t'appelle dans 5 minutes, tu réponds, tu dis oui. Et pas d'autres détails. Ah ouais, genre comme ça, quoi. Zéro détail. Ok. Il m'a dit, tu décroches et tu dis oui. Et je dis, bah ok, qui est-ce qui m'appelle, tu vois, j'étais en stress, tout ça. Du coup, je raccroche vraiment 1 minute après, 1 minute top chrono, on m'appelle. Oui, bonjour, c'est coach Hank de telle université, machin. On joue à tel niveau, etc. Du coup, pendant qu'il me parle, je regarde sur Internet, c'est quoi l'université? Ouais. Je vois les photos de dingue, tout ça. Genre, vraiment, c'est une grosse fac, tu vois. Enfin, c'est une très bonne fac. Et du coup, il me dit, bah écoute Théo, on a vu tes vidéos. On a des coachs qui sont venus te voir l'année dernière. On m'a beaucoup parlé de toi, tout ça. Donc, moi, je suis prêt à tout à te donner une bourse complète. Du coup, bah ouais. Il m'a dit, je t'envoie les papiers demain et tu prends le vol le plus rapidement possible, quoi. Du coup, on est là le 20 août, tu vois. Je savais pas où j'allais être 1 heure avant. Et 1 heure après, je sais que je vais retourner aux États-Unis la semaine d'après, tu vois. Du coup, c'était ouf. Du coup, tu retournes aux États-Unis? Du coup, je retourne aux États-Unis et là, je signe pour 2 ans. Donc, je signe pour 2 ans. Je commence mon cursus universitaire, en fait. Du coup, je passe un diplôme au bout de ces 2 années. Et en fait, si tu veux, j'étais au niveau... donc, t'as le niveau universitaire le plus haut. Moi, j'étais une catégorie en dessous, on va dire. Parce qu'en fait, j'étais en junior college. Et en fait, c'est les facs de 2 années seulement. Et si tu veux, donc sur Netflix, tu as une série qui s'appelle Last Chance You. Et en fait, c'est à mon niveau, en fait. J'aurais pu jouer contre ces mecs-là. Et d'ailleurs, Netflix avait même demandé à ma fac pour le faire l'année où j'y étais. D'accord. Et c'est mon coach qui a refusé. Est-ce que c'est un reportage justement sur le... C'est un reportage sur tout le basket, tu vois, en fait, ils suivent l'équipe sur une année complète pour voir l'évolution des joueurs, où est-ce qu'ils arrivent, etc. Mais en fait, bah, t'as les caméras 24h/24, donc mon coach a refusé. Parce qu'il jugeait que pour notre avenir, etc., ça pouvait soit nous détruire, soit vraiment, tu vois, donc il voulait pas prendre le risque. Mais par contre, ça reflète l'univers dans lequel t'étais. Ouais, ouais. Pour ceux qui veulent regarder, du coup, si on regarde cette série-là sur Netflix, Tu te rends compte. c'est un peu là où t'étais. C'est ça. Ok. Tu te rends vraiment compte, c'est le même délire, en fait. J'ai vécu... quand je la regarde, en fait, je me retrouve tu vois, dans les acteurs, entre guillemets, tu vois. Du coup, ouais, tout ça, un univers de dingue. J'arrive là-bas, j'arrive avec un peu de retard, du coup. Et donc, pas de mal à m'intégrer. C'était que des Américains et tout, ils m'ont trop bien intégré. Petite anecdote, j'arrive dans le vestiaire le premier jour. Tout le monde venait de finir l'entraînement. Moi, je venais d'arriver de l'aéroport. Et le coach, il me dit, bah, tout le monde est dans le vestiaire. Comme ça, tu rencontres tout le monde d'un coup, tu vois. Direct, t'es dans le bain, tu vois. Du coup, je suis le coach, on rentre dans les vestiaires. Et en fait, dans les vestiaires, t'as ton casier avec ton nom, tu vois, c'est les grosses chaises de bureau. Vraiment, c'est universitaire américaine, tu vois. Et du coup, je rentre dans le vestiaire, tout le monde est là, tout le monde me regarde. Et bah, ils savaient que j'allais arriver, tu vois. Donc, bonjour, on fait tu vois, j'essaye de dire bonjour à tout le monde rigole, commence à me vanner déjà, alors qu'on se connaît pas, tu vois. Et j'ai 2 gars, des mecs qui faisaient il y en a un qui faisait plus de 2 mètres et un qui faisait plus de 2 m 10, tu vois. Et je sais pas, ils parlaient avec un peu des accents et tout, tu vois. Et je dis, ouais, les gars, vous êtes de quelle origine et tout, tu vois. Donc, non, il me dit, non, moi je suis américain et tout. Ça sent les Français cachés, ça. Tu vois, et du coup, il me dit, non, moi je suis américain, tout ça. Et l'autre, il me dit, je sais plus, je me rappelle plus de l'origine qu'il m'avait dit, mais une origine qui parle pas français, tu vois. Et 3-4 phrases s'enchaînent, et là, les deux ils se mettent à rigoler, tu vois, non, on parle français et tout. Et du coup, t'en as un, il était canadien, et l'autre était sénégalais, tu vois.
Du coup, gros soulagement, je me suis dit, bon, parce que tu sais, je parlais très bien anglais et tout, mais passer une année ou deux complète sans parler français, sans, tu vois, tous les jours pouvoir te confier un peu, parler ta langue et tout, c'est dur, tu vois. Du coup, ça m'a fait du bien et avec eux, au moins, je pouvais parler français et puis, tu vois. Du coup, ouais, cursus de 2 ans là-bas. Incroyable, incroyable. Donc encore mieux que la première fois. Encore mieux parce que là, j'étais vraiment dans le bain, tu vois, universitaire. En fait, quand tu passes du lycée à l'université, le lycée, ça dépend si t'es dans un gros lycée, etc. Là, ça peut être quand même grandiose. Moi, vu que j'étais dans un lycée privé, c'était, tu vois, petit gymnase. Tu joues quand même dans des gros gymnases et tout, mais là, à la fac, c'était vraiment... Nous, on avait un gros gymnase. On avait des fans, tu vois. Première expérience de ma vie avec des fans. Incroyable. J'arrive une semaine après, on a un entraînement ouvert au public, tu vois, ouvert aux fans, etc. Du coup, je connais pas cette ambiance-là, je connais pas cet environnement-là, on s'entraîne, tout ça. En plus, tu connais les Américains, on s'entraîne avec des chaînes, boucles d'oreilles et tout, vraiment, Le style, quoi. vraiment stylé de ouf. Et j'avais sorti la petite paire de Jordan qui allait bien, tout ça, tu vois. Et on fait l'entraînement, donc le gymnase était presque rempli, alors que c'était qu'un entraînement, tu vois. Du coup, je pète un câble, je me dis, oh, c'est quoi? Et en plus, moi, je savais pas ce qui allait se passer. Et du coup, on fait l'entraînement. À la fin de l'entraînement, ils avaient des tables comme ça. Et il y en avait, je sais pas, au moins une vingtaine, tu vois. Et en gros, dans l'équipe, on est entre 10 et 15. Et ils avaient fait un U, comme ça, de table. Et à la fin de l'entraînement, le coach, il nous dit, bon, bah les gars, il y a les chaises pour vous, les tables, vous vous asseyez là et vous attendez. Et du coup, moi, je comprends pas, tu vois. Je sais pas ce qui va se passer. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, l'entraînement, ça y est, il est fini, les fans, ils s'en vont et basta. Et en fait, on nous assoit. Et là, t'as tous les fans qui font la queue. Et là, je commence à comprendre le truc, tu vois. Des autogrammes. Et en fait, je me suis dit, on va signer des autographes et tout, tu vois. Première expérience d'autographe, tout ça. Et en plus, ils arrivent avec des posters de nous. Ah ouais. Mais toi, t'étais pas au courant, Moi, j'étais pas au courant. Je vois un poster de toute l'équipe qui arrive. Et en gros, bah, tu signes sur toi, tu vois. Du coup, incroyable. Incroyable. Dès les 2 premières semaines, je vis ça et tout. Je pète ma tête. Incroyable. Du coup, vraie expérience pendant 2 ans. Basketement parlant, la première année, c'était plus difficile parce que bah, tu steps de niveau. Là, c'était vraiment un gros niveau. Tu vois, je jouais avec des mecs cette année-là enfin, je jouais avec et contre des mecs qui ont été en NBA, là, tu vois. Ok. Donc, j'ai 2 gars qui sont dans la réserve de la NBA, donc qui peuvent avoir un contrat NBA à tout moment. J'ai joué contre des gars qui sont en NBA actuellement. Enfin, c'était un sacré niveau. Ouais, c'est le haut du panier, quoi. C'est ça, ouais, vraiment, c'était un sacré niveau. Du coup, première année un peu difficile niveau basket. Deuxième année, j'ai fait une bonne saison, tu vois. Mais bah, la vie là-bas, mentalement, ça devient un peu dur au bout de 3 ans. Surtout que moi, je suis archi proche de ma famille. J'avais ma copine, tu vois, ma copine, on s'est mis ensemble. 6 mois après, j'étais parti aux États-Unis. Du coup, relation à distance et tout, enfin, tu vois, c'est compliqué. Et moi, j'avais des neveux et nièces qui étaient jeunes et super proches d'eux et tout. Ça me faisait mal au cœur, tu vois. Je loupais tous les anniversaires, je loupais l'anniversaire de ma mère, l'anniversaire de tout le monde. Et du coup, au bout de 3 ans, un peu fatigué, tu vois. Un peu fatigué de louper tous ces moments-là. Et puis, si je restais là-bas, il fallait que je reste 2 ans de plus. Et en fait, je me voyais pas. Je me voyais pas rester 2 ans de plus. Et donc, le gros choix que j'ai dû faire, c'est que après ma 2e année à la fac, c'était choisir si je re-signais dans une fac, j'allais aller au plus haut niveau. J'allais être au plus haut niveau à universitaire, etc. Donc là, tu rentres dans un truc vraiment élitiste, tu vois. Et ça aurait été un gros plus pour ma carrière. Et en fait, l'année commence, je fais un bon début de saison et tout. J'avais pas décidé encore à ce moment-là. Mon coach est super content de moi comparé à la saison d'avant. Ouais. Parce que la saison d'avant, il avait beaucoup d'attentes auprès de moi et il a été déçu, tu vois. Et moi, je le savais, j'ai essayé de tout faire pour justement changer la tendance, ce que j'arrive à faire la 2e saison. Et du coup, la saison commence, arrivé vers le mois de décembre, je repars pour une semaine en France. Je reviens voir ma famille une semaine.
Et en fait, le retour de France pour repartir aux États-Unis au mois de début janvier, j'ai du mal de ouf. Ok. Genre, ce retour-là, il me fait mal au cœur, tu vois. Sachant que en plus, ça pouvait être mes 5 derniers mois aux États-Unis, tu vois, mais je sais pas. Genre, le feeling, il était bizarre. Oui, t'as senti qu'il y a un truc différent. J'ai senti que c'était différent. Et du coup, je repars. J'arrive là-bas au bout d'une semaine, je réfléchis pendant toute la semaine. Au bout d'une semaine, je dis à mon coach, écoute, je veux plus être recruté, tu vois. Je dis, je veux plus qu'on s'occupe de moi pour les recrutements et tout. Je veux rentrer en France l'année prochaine. Du coup, il était un peu choqué parce que j'avais élevé mon niveau de jeu. Il y avait des coachs qui étaient intéressés et tout, tu vois. Du coup, il était un peu surpris. Mais je lui ai expliqué pourquoi, etc. Et il m'a compris. Et donc tant mieux. Il m'a aidé aussi. Quand j'ai voulu rentrer en France, il m'a aidé pour mon recrutement après, tout ça. Donc, super expérience là-bas. Je regrette pas mon choix. C'était un truc de ouf. J'ai vécu des trucs de ouf. J'ai eu un diplôme, tu vois. Je suis bilingue. Enfin, Ouais, ça t'a apporté beaucoup de choses aussi. beaucoup. Et du coup, t'as suivi un peu ton feeling, quoi. J'ai suivi vraiment mon feeling, ce que je ressentais sur le moment. Et je suis bien content de l'avoir fait du coup parce que je regrette pas du tout, tu vois. J'aurais regretté, tu vois, peut-être que j'aurais regretté si je faisais pas ce que je fais maintenant. Peut-être. Après, j'aurais peut-être vécu autre chose, hein. Ça se trouve, je serais pro en Europe, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais au moins, tu peux pas dire, je regrette de pas y avoir été. Voilà. Moi, ça aurait été. Voilà. Là, tu l'as vécu et puis. Et ça a confirmé, du coup, quand je suis rentré, ça a confirmé mon choix quand je suis rentré en France. Parce que je suis rentré et j'ai signé à Caen. Caen, ils étaient en National 1 et National 3. Donc en gros, c'était un double projet où j'allais jouer avec les deux équipes. Enfin, jouer de base, j'allais jouer avec l'équipe réserve et m'entraîner avec l'équipe pro. Et du coup, je joue avec l'équipe réserve, je m'entraîne avec l'équipe pro, tout se passe bien, etc. Au bout d'un mois et demi, le coach qui est actuellement le coach du STB Le Havre, c'était mon coach à Caen à l'époque. Et du coup, au bout d'un mois et quelques ou deux, il me prend avec l'équipe pro. Donc, premier accomplissement, je suis content et tout se passe bien. En plus, la ville de Caen, c'est une vraie ville, tout se passe bien, tout ça. Je joue mon premier match avec eux, je rentre, je sais pas, à la fin, je dois rentrer 30 secondes, tu vois. Enfin, tout ce que les jeunes vivent dans le monde pro, tu vois. Et du coup, je rentre 30 secondes et tout. Le match d'après, donc 6 jours après, il me reprend. Content, je commence un peu à, voilà, tu vois, pas à m'imposer, mais à faire un peu ma place. Et après ce match-là, j'ai pas eu la chance de jouer parce qu'on a perdu. Et après ce match-là, 2 jours après, je me blesse, tu vois. Et dès que je me suis blessé, c'était ma première grosse blessure où ça m'a duré 3 mois et demi. Pendant ce temps-là, j'ai réfléchi de ouf. Je me suis dit, en fait, vivre la vie de professionnel, c'est compliqué. C'est compliqué. L'année d'après, si je continue avec l'équipe pro, l'année d'après, je n'étais pas sûr de rester à Caen. J'aurais très bien pu signer à Toulouse, Marseille, enfin où tu veux, tu vois. Et donc cette année-là, à Caen, ma copine elle m'a suivi, on a emménagé à Caen, elle a trouvé un taf là-bas. En fait, je me voyais pas lui dire Ouais, vas-y, tu quittes tout. là, à la fin de l'année, tu vois, à la fin de l'année, on sera plus à Caen, donc tu peux quitter ton taf, enfin, tu vois. Très compliqué. Et malgré que j'étais à Caen, je m'entraînais 2 fois par jour. J'avais 2 matchs dans le week-end. Du coup, j'avais pas le temps de voir ma famille. Tu vois, je m'étais dit, je rentre des États-Unis pour voir plus ma famille. Au final, je les vois 1 fois par mois ou, tu vois, très rarement. Tu vois. Donc, illogique un peu. Du coup, à partir de ce moment-là, de la blessure, je me suis dit, vas-y, tu rentres au Havre, je trouverai un petit club et puis tu verras ce que tu feras de ta vie, tu vois. Ouais, tu trouves un autre projet pro, vraiment. Voilà. Et juste revenir juste avant sur quand tu es revenu en France, du coup, tu joues aux États-Unis, enfin, c'était assez différent, le cadre, etc. Ça n'a pas été trop dur de rejouer en France, ne pas signer des posters de ouf, les entraînements, de ce que je veux dire. Le plus dur, c'était les gymnases. Ouais, les gymnases, c'est ça qui est le plus dur pour moi, c'était les gymnases parce que tu joues dans des arènes en fait, tu vois. Tu joues dans des arènes avec le parquet brillant, des beaux paniers, du monde dans les salles. Et là, tu rentres en France et forcément, quand ça va, on jouait à Caen, on jouait dans une belle salle. Donc ça m'a aidé un peu, tu vois. Mais quand on allait jouer dans des salles dans le nord et tout, c'est des petites salles, tout petits, tout anciens, tu vois. Du coup, tu retombes dans un mood un peu différent. Ouais. Ça, pour moi, c'était le plus dur. Après, j'ai réussi à m'adapter au jeu et tout, parce que j'y ai joué pendant longtemps aussi. Donc, oui, tu peux aussi.
Ouais, ça pour ça a été. Bon, et alors, la vidéo? La vidéo, Donc, tu réfléchis justement à trouver un autre projet pro. Et pourquoi la vidéo? bah en fait, la vidéo, je sais même, enfin, je pourrais même pas dire comment c'est arrivé parce que quand j'étais à Caen, je faisais un peu de streaming. Donc j'étais un peu sur Twitch et je faisais du gaming. Comme je t'ai dit, mon côté geek, il est ressorti, tu vois. Du coup, je faisais beaucoup de streaming. Et après, quand j'ai déménagé, donc j'ai dû arrêter le stream pendant un long moment, que j'ai jamais vraiment repris. Mais je kiffais de ouf. Et du coup, ça me faisait faire un peu mes montages. Tu vois, je faisais des clips, je mettais Ouais. les clips un peu sur TikTok et tout. C'est là que j'ai recommencé un peu le montage parce que quand j'étais petit, je faisais un peu, pendant ma période geek, je faisais un peu la même chose sur YouTube. Et du coup, j'ai repris ça et puis rentré au Havre. En fait, je suis rentré au Havre et je devais signer sur le port. Je devais être docker. Et j'ai fait mon recensement, etc. Et ça s'est pas fait, ça a pris du temps, etc. Ils ont repoussé à chaque fois. Du coup, je me suis retrouvé un peu... en fait, on m'a dit, tu vas faire ton recensement et tu vas travailler un mois après. Donc, je me suis pas soucié du côté pro, si tu veux. Ouais. Et en fait, c'est une fois qu'ils ont... Une fois, 2-3 retours de leur part en me disant, ce sera dans 2 mois, dans 3 mois. Et à chaque fois, au bout de 2 mois, bah non, ce sera dans 2 mois. C'est tout le temps. C'était tout le temps repoussé. Du coup, je me suis retrouvé à toucher le chômage. Sauf que le chômage, je touchais pas grand-chose. Du coup, obligé de trouver quelque chose, quoi. Et j'ai toujours été intéressé par la vidéo et tout. Et je me suis dit, tu fais déjà un peu de montage. Essaye, tu vois, prends ton téléphone, filme quelques trucs et tu verras. Et en fait, au début, j'allais à des matchs et je filmais vraiment dans les gradins comme ça avec mon tel. Ok. Tu vois. Et je faisais le montage sur mon ordi. Donc, c'était quoi? C'était de filmer les matchs et puis les rediffuser après sur YouTube? Même pas sur YouTube, c'était Insta, D'accord. TikTok. Je faisais des petits montages de 30 secondes et c'était posté sur Insta et TikTok. Et, et je sais pas, au bout de 2-3 semaines, j'ai kiffé. Et je me suis dit, vas-y, j'avais un petit peu d'argent de côté, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je pense que je vais m'acheter une petite caméra, on verra. J'ai acheté une petite caméra, je sais plus, elle a dû me coûter 300 €, tu vois. Et j'ai commencé comme ça, je faisais n'importe quoi, je connaissais même pas les réglages de la caméra, j'allumais, je filmais, tu vois. Ouais. Et ça, c'est cette première petite caméra qui, en fait, de base, c'était juste un loisir, tu vois. Je me suis dit, j'essaye ça. En fait, je me prenais pas la tête pour mon taf, parce que vu que je venais de sortir du milieu du basket, je voulais me laisser un peu de temps pour respirer un peu. Parce que, tu sais, c'était super intensif, 2 entraînements par jour, voire 3 des fois, c'était dur, tu vois. Du coup, je me suis dit, prends un peu de temps, 2-3 mois, et tu verras au bout de 2-3 mois, tu vois, tu te remettras dedans. Et en fait, pendant ces 2-3 mois, je voulais kiffer avec la caméra. Et je me rendais pas compte petit à petit que je kiffais de ouf. Et du coup, c'est venu vraiment comme ça, en fait. J'ai acheté ma petite caméra et au bout d'un mois ou quoi, je me suis dit, en fait, il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire. Et j'avais un pote à moi qui était vidéaste en auto-entreprise aussi. Ok. Et je voyais que ça marchait bien et tout. Donc je me suis dit, en vrai, pourquoi pas moi, tu vois. Et depuis ce jour-là... En fait, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. T'as appris tout seul. Ouais. Par contre, j'ai appris tout seul, ouais. En fait, je me suis dit, à partir du moment... Donc au début, je faisais ça pour kiffer. Donc j'apprenais ce que j'avais envie d'apprendre, tu vois, les effets et tout. Et en fait, à partir du moment où j'ai voulu faire ça sérieusement, je me suis dit, écoute, tu touches encore du chômage. Je suis resté je sais pas, j'ai mis 3 mois peut-être à me former vraiment intensivement, où je restais chez moi de 9h jusqu'à, des fois, jusqu'à 22, 23, et des fois je faisais des nuits blanches, tu vois, à juste regarder des tutos sur YouTube et à reproduire. Et j'ai fait ça pendant 3 mois, où j'allais filmer des trucs, je faisais les montages, j'apprenais, etc. Et pendant 3 mois, j'ai fait ça. Et au bout des 3 mois, j'ai ouvert mon auto-entreprise. Parce que du coup, pendant ces 3 mois-là, je commençais déjà à voir des petites vidéos payées et tout, tu vois. Et du coup, je me suis dit, en fait, là, je suis même pas formé à 100%, j'ai même pas d'auto-entreprise, j'ai juste une petite caméra, et les gens, ils sont prêts à payer, donc... Ouais, tu as senti qu'il y avait aussi un engouement, que les gens aimaient ton travail, et qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. C'est ça, exactement. Je me suis dit, il y a peut-être une petite opportunité. Donc, je me suis dit, vas-y, t'as rien, essaye. Si ça marche pas, tant pis, tu rebondiras sur autre chose, et puis voilà, tu vois. Du coup, j'ouvre mon auto-entreprise, parce que forcément, si tu veux travailler avec des entreprises, tout se passe pas que, tu vois.
Du coup, obligé de faire des factures, des devis, tout ça. Et je fais ça. Et puis, dès mes 2 premiers mois, j'ai des clients qui sont intéressés à travailler sur du long terme. Donc, parfait. Ça m'aide, j'arrive à me lancer. J'ai mon cousin qui me prête une bonne caméra. Donc là, archi content. Il s'en servait pas en fait, donc il me la prête. Archi content. J'ai une meilleure qualité, je travaille mieux, etc. Et puis, du coup, il se passe peut-être 6 mois ou quoi. Et dans ces 6 mois-là, j'arrive à toucher un peu d'argent. Donc, je suis complémenté par le chômage en vrai, tu vois. Et arrive le mois d'août, où là, vraiment, mes clients réguliers, plus les trucs, les one-shot, tu vois, ça me donne des fois Enfin, arrivé en août ou septembre, ça va donner des bons salaires, tu vois. Enfin, j'arrivais à avoir le SMIC, alors que ça faisait même pas un an que je faisais ça. Et du coup, je me dis, bah, tu sais quoi, j'investis dans une très bonne caméra, et là, je vais envoyer, tu vois. Ouais, là, tu fais vraiment sérieux. Voilà, là, je me mets vraiment... Parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment un truc. Je me suis dit, ça, c'est une petite opportunité. Peut-être que je vais réussir à me faire un peu d'argent, mais peut-être rien de sérieux. Donc, il me prête la caméra. Je fais ça et tout. Et puis, arrivé à un moment, je me dis, vas-y, ça y est, lance-toi à 100%, tu vois, ça y est. Et du coup, je passe 2-3 coups de fil. En fait, je devais faire un emprunt, du coup, pour acheter du bon matos, ordi, caméra. Et même, du coup, j'avais acheté un objectif de ma poche. Et vas-y, un objectif, c'est déjà 1200 €. Ouais. Tu vois, c'est des sommes de ouf. Ouais. Du coup, je me dis, bon, j'ai acheté l'objectif. Je me dis, je vais devoir emprunter de l'argent si vraiment je veux investir. Du coup, je demande à des proches. Directement, on me dit, oui, vas-y. Enfin, ils savent que je suis sérieux, etc. Donc, tu vois, ils se mettaient pas dans une galère. Et j'emprunte de l'argent, j'achète mon matos, je vais acheter ma caméra sur Paris, je trouve une bonne occasion sur le Bon Coin et tout. Directement, je lui dis demain je suis là et tout, j'ai l'argent, si vous voulez en espèces, en chèque, ce que vous voulez. Tout ce que tu veux, tout ce que je viens chercher la caméra. Demain matin, je suis là, quoi. On se transe jusqu'à 22h, je suis au téléphone avec lui et tout. Il me dit, bon, ok, demain matin, c'est bon et tout. Du coup, je prends la route, j'y vais. Et en fait, le mec, c'était un mec qui travaillait, donc il avait... je crois qu'il était peut-être il approchait de la soixantaine, tu vois. Et en fait, on est dans un petit quartier de Paris, bien réputé et tout, tu vois. Il me donne rendez-vous dans un petit café. Et je vois le mec arriver, super charismatique. Et on parle et tout. Et en fait, c'est un mec qui travaillait pour la télé. Il travaillait pour Arte. Des fois, il a fait des reportages pour M6 et tout. Et en fait, c'était un envoyé spécial dans des territoires de guerre. Ah ouais, donc super intéressant. En plus, comme par hasard, sur quelqu'un de ouf. Du coup, on a grave échangé, parlé de tout ça et tout. Et donc, j'ai acheté la caméra à cette personne. Et il me racontait des anecdotes de malade, tu vois. Il avait été en Irak quand il y avait la guerre. Il me montrait des photos avec sa caméra en plein milieu de gens avec des caches. La caméra que t'as achetée, là? Non, c'était pas ça. Ah, c'était pas celle-là. Elle a une vraie histoire, la caméra. Ouf. Peut-être, ouf. Mais non, même pas. Mais peut-être qu'il a vécu des trucs avec celle-là, mais il me l'a pas raconté, tu vois. Mais ouais, du coup, j'ai acheté cette caméra-là. Et puis, du coup, c'est devenu vraiment, vraiment très sérieux à partir de ce moment-là. Parce que, bah, tu vois, tu t'endettes, entre guillemets, tu t'empruntes. Donc, à partir de là, tu peux plus trop. Oui, du moment donné, tu fais plus ça pour vas-y, entre guillemets, tu dis que c'est cool. Là, pour vraiment, faut que ça rentre, faut que ça tourne, etc. Il faut que tu payes ton loyer, que tu rembourses le crédit, tu vois, que tu te fasses un petit peu d'argent pour toi pour que tu vives aussi. Tu vois, grosse pression. Ma copine, elle m'a croyé en moi de ouf. Elle m'a dit fais-le et tout, parce que même elle m'a prêté de l'argent, tu vois. Du coup, elle m'a dit fais-le, moi je te prête de l'argent et tout, mais faut que tu saches qu'il va falloir charbonner, tu vois. Ouais. T'inquiète, j'avais un peu peur, tu vois. Je me suis dit en vrai, peut-être que je me trompe. Mais et au final, bah non, je pense pas que je me sois trompé. Parce que... Donc là aujourd'hui, même si ça fait pas longtemps, là, t'es encore en croissance, tu cherches. T'es comment la sens? Bah, je suis encore en croissance. T'arrives à trouver ton rythme de clients, etc. Ouais, puisque depuis août ou septembre 2023, j'ai arrêté. J'avais plus besoin de Pôle emploi. Ok. Donc plus besoin du chômage et tout. Donc ça, déjà, ouf, j'étais grave content. Et du coup, depuis, on va dire, novembre ou décembre 2023, donc c'est récent en vrai, j'arrive à
bien, tu vois, sortir la tête de l'eau et tout, je commence déjà à pouvoir me projeter et à pouvoir revivre, entre guillemets, sans trop de pression, tu vois. Donc ça, c'est cool. J'ai pas remboursé totalement l'argent, tu vois, mais j'arrive à me projeter un peu mieux. C'est quoi tes principaux clients pour voir un petit peu, c'est quoi ta cible de gens qui font appel à tes services? Principalement, c'est enfin, en vrai, j'ai beaucoup d'entreprises. Donc, par exemple, la première entreprise qui m'a donné ma chance, c'était une institut de massage. Donc, qui avait rien à voir avec moi de base. Moi, je faisais des vidéos sportives pour le plaisir et tout. Et une institut de massage, en fait, c'était une connaissance de ma mère. Ok. J'ai offert un massage, un soin du visage à ma grand-mère pour, je sais plus, pour Noël ou pour son anniversaire, je crois. Je l'emmène faire le soin. Et la personne, elle me parle, parce qu'elle me connaissait à travers ma mère, donc elle me demande ce que je deviens et tout. Je dis, maintenant, je fais des vidéos. Elle me dit, mais moi, ça m'intéresse, j'ai besoin et tout. Tu vois, Elle avait besoin de mettre en avant son institut. Voilà, son institut, ouais. Et puis, c'est quoi, carte blanche, tu me sors une vidéo, et puis... C'est ça, en gros, elle me dit, on se donne rendez-vous, elle me dit, qu'est-ce que tu peux m'apporter, tu vois. Donc moi, je lui dis, écoute, moi, je peux faire des vidéos qui vont mettre en avant ton salon, enfin ton institut, que ce soit la déco, que ce soit les prestations, enfin les massages, les soins et tout. Elle me dit, c'est vraiment ce que je recherche, tout ça, comment on peut fonctionner, tout ça. Donc j'ai fait un forfait, tu vois, vu qu'elle m'a dit qu'elle voulait travailler sur du long terme, j'ai proposé un forfait de 2 vidéos par mois, tu vois. Du coup, des vidéos pour les réseaux sociaux. C'est ça, des vidéos destinées aux réseaux sociaux. Elle, c'était beaucoup sur Facebook et elle voulait développer Instagram, tout ça. Donc Facebook, Instagram, et puis aussi pour son site internet, parce qu'elle a un site internet. Et du coup, tout allait à destination des réseaux sociaux. Et aussi, tu sais, elle a un écran dans sa vitrine. Oui, où tu as des... Donc elle fait passer les vidéos dans la vitrine, ce qui est archi intéressant parce que tu vois, c'est en face du Square Saint-Roch, donc tu as quand même beaucoup de passages entre les gens qui vont à la plage, qui vont au Square et tout. Et le fait de pouvoir voir ça dans la vitrine, je trouve que ça rajoute un truc en plus de ouf. Donc ça, premier client régulier. Et ensuite, en lien avec le sport, je travaille avec un coach sportif. Il s'appelle Julien. Et lui, pareil, il voulait développer ses réseaux sociaux, tout ça. Il a déjà une bonne base de followers sur Instagram, tout ça. Donc le but avec lui, c'était de travailler régulièrement aussi. Donc ça m'a aidé de ouf. Il m'a donné beaucoup d'opportunités. Il m'a permis d'aller à Dubaï au mois d'octobre, là. Il m'envoie un message et il me dit, ça te dirait d'aller à Dubaï? Je dis, ouais. tu dis ça comme ça. Oui. C'est quoi les conditions? C'est ça. Donc je dis, ouais, dis-moi en plus. Et il me dit, le deal, ce serait que je te paye le voyage et que toi, sur le voyage, tu me fasses du contenu. Ouais. Tu vois, donnant, ouais. Il me dit, par contre, tu pourras pas te faire de bénéf. Il y a quelques activités que tu devras payer de ta poche et tout, mais voilà. Tu vois, je dis, ouais. Une semaine à Dubaï, moi, je suis chaud, tout frais payé. Enfin, tout frais payé, ouais, tu vois, j'ai payé quelques activités, mais en soi, tu vois, ça valait vraiment le coup. Du coup, ça te permet aussi de vivre des expériences un peu... Expérience de ouf, tu vois. Tu suis quelqu'un sur un voyage juste pour faire des vidéos. Enfin, à quel moment je me serais imaginé ça, surtout avec moins d'1 an d'expérience, tu vois. Donc ça annonce plein de bonnes choses pour la suite. Voilà, exactement. Okay. Ça annonce pas. Et est-ce que ton passé, enfin même, j'avais toujours ton côté sportif, d'avoir joué au niveau basket, etc. Qu'est-ce que ça t'apporte aussi dans l'entrepreneuriat? Est-ce que ça t'apporte quelque chose déjà ou pas? Ouais, de ouf. Je le sens par rapport à la mentalité. En vrai, ça, je sais pas si ça va paraître cliché ou quoi, mais en tout cas, je sais que quand tu vis une expérience dans le sport de haut niveau, tu as certaines qualités, certains sacrifices, certaines demandes, etc. Par rapport à tes coachs, par rapport à ton équipe. Surtout moi, à mon poste, etc., avec ma taille dans le basket, j'ai dû me démarquer, tu vois, parce qu'il fallait que j'ai des qualités que les joueurs un peu plus grands que moi, par exemple, n'avaient pas besoin. Tu vois, parce que du coup, au poste où tu jouais, c'était des gens qui étaient plus grands, c'est ça? Non, du coup, oui, à la fac, notamment aux États-Unis, oui, c'était beaucoup de joueurs plus grands que moi. Okay. Surtout maintenant, à mon poste, donc normalement, je suis plus petit sur le terrain, tu vois, même au niveau pro, c'est comme ça et tout.
Mais maintenant, avec les nouvelles générations, les postes viennent à augmenter de taille, tu vois. Donc même à mon poste, c'est des joueurs plus grands maintenant. Enfin bref, du coup, je devais avoir beaucoup de leadership, savoir me faire comprendre facilement, rapidement, savoir communiquer auprès de tous mes coéquipiers de la bonne manière, en s'adaptant à tout le monde, tu vois. Ce que je fais plus trop maintenant parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc des fois, ça m'arrive de me prendre la tête avec mes coéquipiers de cette année parce que j'ai plus envie de me prendre la tête et je dis les choses comme ça, même si je devrais pas et je devrais m'adapter. Mais Non, mais t'as pas les mêmes objectifs dans le jeu. voilà, j'ai plus les objectifs, donc voilà. Mais ouais, ça me sert de ouf. Pour revenir à ta question, ça me sert de ouf parce que j'ai charbonné de malade en vrai. J'ai charbonné de malade, j'étais vraiment déterminé. J'ai donné tellement d'efforts, de sacrifices et tout, que inconsciemment, bah, ça se retranscrit dans ce que je fais maintenant. Tu vois, comme je te dis, quand je me formais, et même là, quand je taffe des fois, il y a un jour, c'était il y a pas longtemps, il y a peut-être un mois ou quoi, je commence à taffer, il devait être 10h du matin, et je te jure, je prends une pause pour manger vers 14h ou quoi, et je m'arrête de taffer, je crois il était minuit ou 1h du matin, et je me suis même pas rendu compte. En fait, tu vois, pas le temps passer. je voyais pas le temps passer, et tellement j'avais mes objectifs, mes trucs écrits et tout, tu vois, des fois je suis un peu psychopathe, tu vois, j'écris les trucs, que ce soit les objectifs, les trucs que j'ai à faire dans la journée et tout, je les écris, et juste le fait d'avoir ça sur le bureau ou sur le mur, je sais pas, de ma tête, j'ai une déconnexion, et juste je suis... T'es focus sur il faut faire ça, il faut le faire, et basta, tu vois. Et ça m'a un peu porté préjudice à certains moments parce que des fois, tu as des moments où ils sont durs, où tu n'arrives pas à te déconnecter de ça, surtout quand tu es en auto-entreprise. Parce que bah, tu quittes pas ton taf, tu rentres pas chez toi. Oui, t'as pas de coupure physique. Pas de coupure. En fait, t'es tout le temps en train de travailler. Du coup, tu es tout le temps dedans. Et même vu que je kiffais ça, c'était mon plaisir en même temps. Du coup, je taffais, je prenais du plaisir, mais je prenais... Tu vois, je sais pas, je déconnectais pas. Et du coup, à un moment, ça m'a un peu saoulé. Et je me suis dit, en vrai, c'est bête parce que si tu fais une overdose maintenant, alors que tu viens de commencer, tu vois, niveau long terme, ça va pas aller loin. Ouais. Donc ouais, ça m'a beaucoup servi et ça me servira toute ma vie, en vrai. Ça me servira toute ma vie parce que tu passes des épreuves qui sont très difficiles, tu vois, que ce soit être loin de ta famille, être loin de tout le monde, de passer des moments difficiles tout seul. Parce que, bah, en vrai, quand j'étais là-bas, j'en parlais à personne. Déjà, de base, je suis très solitaire, mais quand ça va mal, encore plus. Du coup, vu que j'en parlais à personne, je me renfermais encore plus et tout. Et donc ça, C'est un cercle vicieux. tu vois, c'était un cercle vicieux. Et de devoir te sortir de ça tout seul, c'était une épreuve. Donc tout ça, ça me permet de... Tu vois, maintenant, quand j'ai une petite épreuve ou quoi, comme me dit ma mère tout le temps, s'il y a un truc qui se ferme, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir derrière, d'encore mieux, tu vois. Bon. Du coup, je l'aborde comme ça. S'il y a une épreuve, c'est comme ça. Et est-ce que tu as les objectifs, du coup, dans ton entreprise, tu as déjà les objectifs bien fixés ou c'est quoi le projet à long terme? Ah, le projet à long terme, je sais pas si je l'ai. Je visualise des trucs. Peut-être, tu vois, une boîte de production, une boîte de com, je sais pas. Ça, ce sera plus parce que je suis très tourné réseaux sociaux, tu vois. Réseaux sociaux. Pour ton but, c'est pas de rester tout seul en tout cas. Ce que je comprends, c'est plutôt l'après de. En tout cas, mon but à long terme, ce serait pas de rester tout seul. Ouais. Tu vois. Je suis beaucoup dans l'optique de vouloir me développer. Si on parle que de l'aspect business, si on enlève le côté plaisir, etc., dans l'aspect business, mon évolution, je la vois comme ça, ouais. Travailler avec des gens, même avoir des gens qui travaillent pour moi et tout, ce serait kiffant parce que dans le basket, j'ai toujours fait ça. Tu vois, on travaillait pas pour moi, mais on applique ce que je demande. Tu vois, en fait, j'étais le relais du coach. Du coup, les joueurs qui sont avec moi sur le terrain, ils appliquent ce que je demande. Et je me suis formé à ça toute ma carrière. Du coup, c'est un peu quelque chose que je kiffe et que j'aimerais retranscrire, tu vois. Dans le domaine de l'entreprise. Voilà, exactement. Du coup, sur le long terme, je pourrais pas te dire. J'ai pas mal de choses qui arrivent là, j'ai des bonnes opportunités qui arrivent. Que pour l'instant, je veux pas trop en parler parce que c'est pas encore passé, c'est pas encore acté. Du coup, je sais pas si ça va être acté. Du coup, tu vois, je veux pas trop
Mais j'ai des très bons trucs pour quelqu'un qui a 1 an d'expérience. C'est des très bonnes nouvelles et des trucs qui m'amèneront peut-être complètement à l'opposé d'une boîte de com ou quoi, tu vois. Mais toujours dans la vidéo. Ok. Donc, bah, c'est cool. Ça va dans le bon sens, en tout cas. Et Théo, je vais te poser une question que je pose très souvent sur le podcast. C'est l'objet. C'est quoi, si tu sais me répondre, on va voir, mais je suis sûr que tu vas pouvoir répondre. C'est quoi ta ou tes plus belles réussites dans ta vie? Mais je vais pas pouvoir te répondre tout de suite. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Mais il y a sûrement des choses qui vont venir au fur et à mesure où tu vas parler. Souvent, ça fait ça aux gens. Parce que tu penses pas toujours à un truc et après tu dis ah oui, mais c'est vrai, il y avait ça. Ou alors ça se trouve qu'on aura fini l'interview, tu vas dire ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Purée, j'ai oublié. Non, c'est pas une question évidente, mais Ouais. Mais mes plus grandes réussites, c'est ça? ouais. Plus grande ou plus belle à tes yeux. Pour toi, hein. Ouais. Point de vue à toi. Une très bonne réussite, déjà, c'est d'avoir eu le parcours basket que j'ai eu. Et surtout, d'avoir rendu fier ma famille, ma copine et tout. Tu vois. Ça, je le ressentais de ouf. Et ça me procurait tellement de plaisir que de me dire que je les rends fiers et tout, c'était vraiment déjà, enfin, c'est dans tous les cas, rendre fier ma famille et mon entourage, mes parents et tout, ce sera toujours mon goal ultime. Du coup, ça, c'était une réussite, si on peut appeler ça une réussite, parce que je le considère comme tel, de les rendre fiers, tu vois. Et une réussite aussi d'avoir maintenu une bonne relation avec ma copine actuelle, malgré tous tu vois, cette distance, les épreuves qu'on a pu avoir, etc. Et aussi avec ma famille, tu vois, d'avoir maintenu un lien quand même, d'avoir fait les efforts de nourrir le lien qu'on avait malgré la distance, le décalage horaire et tout. Ça, c'est une réussite dont je suis fier parce que c'était pas facile tous les jours et on a réussi quand même à, tu vois, ça a encore plus renforcé nos liens et tout. Donc ça, je suis super content. Et sinon, à part ça, une réussite personnelle, bah en vrai, je dirais, pour l'instant, j'ai fait pratiquement que ça, tu vois, le basket. Le basket, l'aventure que j'ai eue, c'est avant tout grâce à mes parents, ils m'ont permis de vivre ça. Mais c'est aussi tous les efforts que j'ai mis, tu vois, le niveau que j'ai réussi à acquérir et tout. Du coup, grosse réussite quand même. On sent que c'est important pour toi, tout ce qui est famille, etc. Ouais, c'est une grosse importance pour toi. Est-ce que justement tu peux peut-être nous parler de l'importance justement de ton cadre, de ton entourage pour pouvoir réussir à faire des choses, que ce soit sportivement ou l'entrepreneuriat. Pour toi, ça a été vraiment un gros pilier pour toi? Ouais, de ouf, parce que, bah tu sais, des fois tu te rends compte, c'est bête, mais tu te rends compte, c'est bête et triste parfois parce que tu te rends compte quand tu rencontres des gens qui n'ont pas eu ta chance, tu vois. J'ai dans mon entourage, etc., pas mal de gens qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue d'être entouré comme j'ai été, tu vois. Et même quand j'étais aux États-Unis, j'étais avec des joueurs qui avaient un background quand même complètement à l'opposé de ce que j'ai eu. J'ai jamais été dans le besoin, j'ai toujours eu ce dont j'avais besoin, tu vois. Enfin, franchement, je suis très, très, très loin d'être à plaindre. Et du coup, ça, c'est quelque chose pour lequel je serai toujours reconnaissant dans ma vie. Dans ma vie, que peu importe ce que j'accomplis, dans tous les cas, même si c'est quelque chose que je vais faire de moi-même, dans ma tête, ça va être en mode, c'est grâce à telle et telle personne. Même si, en vrai, ils ont rien, et tu vois, ils ont rien à voir, mais dans ma vie, ils m'ont tellement apporté que je vais faire un lien avec ça. Et en fait, c'était tellement important, surtout quand j'étais là-bas, d'avoir un lien avec eux et d'avoir des petits messages, des appels, de quand ça allait pas bien, qui me disent ça va aller, tu vois, qui me reboostent à chaque fois, qui continuent de croire en moi. Ça, tu vois, ça t'apporte tellement de bonheur, tu vois, en tant que personne, que ce soit mes parents, mes neveux, nièces, ma sœur, mes sœurs. Ça te pousse aussi à aller plus loin et à te dépasser. C'est ça, tu vois, tu te dépasses toujours plus parce que tu dis, il y a des gens qui comptent sur toi, il y a des gens qui sont déjà fiers de toi, donc imagine si tu accomplis encore plus. Et puis aussi, tu as cette petite pression de te dire, je peux pas échouer parce que sinon, ils vont plus être fiers de moi, tu vois. Du coup, ça, ouais, ça, franchement, la famille, ça m'a trop aidé et ça m'aide toujours beaucoup.
Et ça te pousse toi aussi à, soit plus tard ou soit déjà tout de suite, de pousser aussi les gens dans ton entourage à faire aussi des choses Ouais. Ouais. Alors, je sais pas si je suis bon dans ça. Je sais pas si... En tout cas, j'espère. J'espère que mes amis et mon entourage me voient comme quelqu'un qui booste, qui pousse, tu vois, à aller de l'avant, à réussir et tout. J'espère qu'ils me voient comme ça. Je sais pas si je suis bon dans ça, si je le fais assez bien. J'espère en tout cas. Mais en tout cas, toi, tu le fais. j'essaye de le faire, ouais, j'essaye de le faire. Je pense que je pourrais faire mieux dans tous les cas, tu vois. Je pense que je pourrais faire mieux. Mais j'ai l'impression tu vois, d'être là pour aider, pour booster. J'espère le faire en tout cas. Ouais. Et si tu avais un message à faire passer à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, justement pour les booster dans n'importe quel projet qui est à lancer ou dans leur vie pro, dans leur vie perso, est-ce que tu auras un message à faire passer? Je sais que j'ai pas beaucoup d'expérience et tout, du coup ça fait assez bizarre de vouloir faire passer un message sur ça, mais malgré ma petite expérience, etc., je pense que ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, ce que ma mère aime répéter, comme quoi t'as un échec, bah t'as quelque chose de plus beau derrière. Je pense que c'est la phrase et c'est le truc qui m'a le plus aidé dans ma vie, parce que par exemple, la première fois où j'ai été, où ils m'ont pas gardé au centre de formation, par exemple, ça c'était une grosse épreuve mentalement, sachant que j'étais ado. Et du coup, cette phrase-là, que une porte se ferme, c'est qu'il y en a une plus belle qui va s'ouvrir, c'est ce qui m'a aidé le plus dans ma vie, je pense. Parce que peu importe les épreuves, si c'est une épreuve négative notamment, c'est que l'épreuve elle est là pour une raison en fait. Tu vois, je le vois vraiment comme ça. Tu crois au destin? Je crois. Tu te dis si ça arrive, c'est que ça devait arriver. Et ça doit arriver. Dans tous les cas, pour moi, ça doit arriver. C'est que si une épreuve négative arrive, on te met à l'épreuve. Tu vois, vraiment, c'est une épreuve. On va voir comment tu vas réagir à cette épreuve, comment tu vas la contourner, comment tu vas la surmonter et tout. Et si tu arrives à la surmonter, c'est que ça t'aura apporté une expérience, positive ou négative, peu importe comment tu le vis. Moi, je le prends toujours comme du positif. Même si c'est quelque chose qui t'a donné beaucoup de tristesse sur le moment, etc. Dans tous les cas, quand je prends du recul, je me dis, cette expérience-là, elle m'a servi à ça, tu vois. Et heureusement que je l'ai eu. Tu arrives à toujours trouver les bénéfices d'une expérience, qu'elle soit négative ou positive. Et je pense que c'est important, hein. Je pense que c'est important. Parce que si tu le vois pas comme ça, je sais pas, tu te recroquevilles et tu te dis, pourquoi on me fait ça, pourquoi j'ai ça, pourquoi, tu vois. Du coup, je pense que moi, c'est le seul truc que je dirais, tu vois, avec ma petite expérience, j'ai pas envie de... Je pense que j'ai rien vécu encore, j'ai pas accompli des trucs de ouf. Mais du coup, c'est ça que je donnerais comme conseil, en tout cas, aux gens qui regardent, c'est que les choses négatives qui arrivent, elles arrivent pour une raison. Du coup, voilà. Ok. Ça sera ton message. Ce sera mon message. Théo, où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour suivre un petit peu ce que tu fais? Ah oui, on n'a pas parlé. Dernier truc. C'est vrai que tu t'es lancé aussi dans les podcasts récemment. Ouais, donc après toi, du coup, de ce que j'ai appris, donc moi, c'est récent. Donc c'est quoi le nom du podcast? Est-ce qu'il y a un nom? Rise and Chill, Ok. avec Théo, du coup. Et donc, c'est principalement sur YouTube, mais comme toi, je mets des extraits sur Instagram, TikTok, etc. Et ouais, principalement sur YouTube. Là, c'est assez récent, j'ai que 3 épisodes. Mais, et tu reçois qui, du coup, sur le podcast? Je reçois en fait, toute personne qui a une histoire à raconter, peu importe le sujet, je reçois un peu tout le monde. Tu vois, j'ai commencé par un de mes meilleurs potes, que je connais depuis qu'on a 10 piges, qui s'est lancé dans la musique. Et j'aime trop ce qu'il fait, etc. Il a un vrai délire, tout ça, et je pense qu'il a un très très bon potentiel. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas le mettre dans le premier, comme ça va lui donner peut-être un petit coup de boost, on sait jamais. Et moi au moins, je commence avec le premier épisode, tu vois. Du coup, j'ai eu lui en premier invité, en deuxième, j'ai eu Bastien, donc Walk Sneakers sur les réseaux. C'est un mec qui était avec moi au lycée et qui s'est lancé dans la revente de chaussures. Ok. Du coup, deuxième invité, donc rien à voir avec le premier, tu vois. Ouais. Et le troisième, il a un petit rapport avec le deuxième, mais en vrai, c'était pas voulu du tout. Mais c'est Cédric, de chez la marque Layup. Donc, c'est une marque
une marque française de chaussures de basketball et maintenant ils font du textile, etc. Donc le fondateur de la marque. Donc tu vois, il n'y a pas vraiment de rapport entre les gens. Donc c'est ça que j'aime aussi. C'est surtout, moi ce que j'aime, c'est de découvrir les gens, leurs histoires, ce qu'ils ont à raconter et tout, et échanger autour de plein de sujets. Donc il y aura pas de thème précis, de personnes précises, etc. Mais C'est chill, quand même. c'est ça, vraiment chill. C'est le nom du podcast, tu vois. Bon, allez écouter ça, allez regarder ça. Moi, j'ai regardé, en plus, c'est super bonne qualité. Enfin, c'est bien monté, c'est top. Donc, surtout, vous pouvez aller soutenir Théo là-dessus. Donc, il y a la chaîne YouTube avec les podcasts. Il y a quoi d'autre sur le compte Instagram? Chaîne YouTube, Instagram et TikTok principalement. Ouais, Donc, pour les projets pro, c'est directement sur Insta. projet pro sur Instagram, donc c'est pas mon Instagram perso, mais on peut me retrouver. J'ai pas mis de lien, j'avoue, dans ma bio, parce que en fait, je veux vraiment détacher le perso du pro. Mais mon côté pro, si vraiment, je sais pas, peut-être qu'il y a des entreprises ou des particuliers qui auraient besoin de vidéos. Mon compte pro, c'est The Bigger View. Donc, The Bigger View, c'est vraiment le compte où je poste mes choses que je fais pour mes clients et tout. Donc voilà, ça c'est le compte pro. Et mes comptes perso, c'est Rising Théo, partout, sur Insta, TikTok et YouTube. Ok, donc je vous mets tout ça en description, vous avez l'habitude. Théo, j'ai une dernière question à te poser. C'est de savoir si tu as quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode du podcast. Quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui pour toi a réussi sur le secteur du Havre ou même plus loin. Ok, du coup j'ai réfléchi, tu sais que ça a été dur. C'est vrai? Ouais, ça a été dur. Parce que j'ai regardé, du coup quand tu m'as contacté, j'ai été voir les épisodes et tout. Ouais. Et donc j'avais vu, du coup aussi grâce à l'extrait avec Kevin. Et du coup j'ai essayé de me préparer à la question au mieux, mais trop d'idées, trop de personnes, etc. Mais je vais te faire plusieurs propositions. Comme ça, tu pourras voir et puis on verra aussi les gens qui seraient intéressés. Donc le premier, ce serait Julien. Julien, qui est le coach sportif que je suis. D'accord. Coach Jus76 sur Instagram. Et donc lui, pour moi, c'est quelqu'un qui, je dirais pas qu'il a réussi, mais en vrai, il a réussi pour certaines personnes, je pense. Parce que connaissant sa mentalité, etc., je sais très bien qu'il est loin d'avoir réussi. Parce que il a beaucoup d'envie, tu vois, c'est vraiment quelqu'un, tu vois, il est sportif de haut niveau aussi. Du coup, on se comprend de ouf dans notre relation. Et il a des ambitions vraiment hautes. Il a coaching sur Le Havre, il est vraiment établi, tu vois. Son planning, il est full tout le temps, il fait du distanciel, le mec, il s'arrête jamais, tu vois. Dès qu'il coache pas, il s'entraîne, enfin, c'est un malade. C'est une vie à 100 à l'heure. Une vie à 100 à l'heure. Il a beaucoup de choses à raconter, que ce soit dans le professionnel ou dans la vie privée, tu vois, par rapport au sport. Il a gagné beaucoup de choses, il était à l'INSEP, tu vois. Donc, tu vois, il a pas mal de choses à raconter. Donc lui, Julien, je pense que ce serait intéressant. Okay. Et ensuite, j'aurais dit pour le bien de ton podcast, etc., si tu avais des gens avec des choses intéressantes à raconter par rapport à la réussite, etc., j'aurais dit peut-être Chiznan ou Medine, justement. Après, à voir quel profil serait intéressé, parce que vraiment... Ouais, Medine, c'est Xavier Lérol qui m'avait déjà proposé Medine. J'ai essayé de contacter, mais j'ai pas réussi. Ouais. Chiznan aussi, j'ai essayé de la contacter, mais pour l'instant, j'ai pas de réponse. Ouais. Mais des profils intéressants. Très intéressant. On va réessayer. Faut persévérer, c'est rien lâcher. Rien lâcher. C'est comme tout. Ils ont, comme Julien, en vrai, une vie à 100 à l'heure et tout, beaucoup de choses qui se passent, vie de famille et tout, donc c'est compréhensible. Mais je pense qu'avec toi, un échange avec toi, ce serait vraiment cool. Donc ces trois personnes-là, et puis je pense que ouais, c'est des très très bonnes têtes déjà pour à te conseiller en tout cas. Ouais. Bon, on verra. C'est une de ces trois têtes qui sera sur le podcast grâce à toi. En tout cas, je te remercie de ta venue, Théo. C'est vrai qu'on pourrait parler encore des heures, hein, mais si vous voulez en savoir plus sur Théo, vous allez sur ses réseaux, voir ses vidéos, vous allez en savoir un petit peu plus, même si on a beaucoup détaillé. Ouais, de ouf. Sur l'échange, là, c'était sympa, c'était flou. Ouais, de ouf, c'était la première fois, tu vois. Ouais. Et toujours beaucoup de choses à raconter et tout, mais franchement, trop. C'est dur de condenser une vie en 1 heure ou... c'est ça, tu vois. D'essayer de sortir un petit peu l'essentiel.
Mais c'est ça aussi, c'est que les gens puissent s'intéresser. Et puis après, s'ils ont envie d'en savoir plus, ils vont venir plus en détail sur tes réseaux. Ils vont chercher, ils vont suivre. En tout cas, suivez Théo sur les réseaux, je vous conseille vraiment. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait super plaisir. Ouais. Merci pour ton accueil. Et puis, franchement, c'était cool. Tu fais ça vraiment bien. Donc, Merci. donc je te souhaite de la réussite. Merci. Je te souhaite de la réussite et puis du courage et puis tout ce qu'il faut pour que tu persévères dans tout ça. Ouais, bon, on va tous réussir. Tous les gens, de toute façon, tous les gens qui passent ici, c'est des gens qui ont réussi. Et vous aussi, si vous regardez, c'est que vous avez envie de réussir. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel audio, un nouveau podcast. Et n'oubliez pas, je me suis trompé, tu vois. Je me suis trompé dans notre. Il va falloir recommencer. Attends, avant que tu recommences, j'ai peut-être une autre personne à te conseiller. Elle s'appelle Akissi sur les réseaux sociaux. C'est une personne que je connais depuis longtemps et qui a pas longtemps percé un peu sur TikTok. Tu vois, elle doit être aux alentours des 15-16 000 abonnés sur TikTok. Et en fait, donc c'est une femme qui fait de la couture et elle fait des tutos couture, etc. sur TikTok. Et ça plaît de ouf parce qu'elle fait des créations qui sortent qui sortent un peu de ce qu'on voit. De l'ordinaire. Et elle fait plein de trucs, tu vois, elle est auto-entrepreneuse et elle fait plein de trucs et tout. Et son parcours en vrai est super intéressant. Et là, vu qu'elle a quand même pas mal de visibilité sur TikTok et tout, je pense que ça peut être intéressant aussi. Ouais. Donc voilà, t'en as une quatrième. Tu vois, le destin t'en parlait. Hop, je rate la sortie. Je me parle de ces personnes-là. Donc ça se trouve, tu vois, c'est la prochaine personne qui va venir sur le podcast. On verra ça. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.